Voilà. Alors, si jamais vous voulez écouter le reportage au complet, vous avez vu, c'est les grands reportages à Radio-Canada. Donc, vous pouvez faire la recherche sur c'est Je ne suis pas mon genre et vous pourrez écouter la suite. Alors, je vous invite vraiment à le faire. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire, si jamais il va y avoir une conférence et un témoignage, si vous avez des questions, à la fin, vous allez pouvoir, il y a des micros en arrière, vous allez pouvoir aller poser vos questions, mais on va attendre que la conférence et le témoignage soient faits pour pouvoir les poser. Ça vous convient? Excellent. Alors, on va poursuivre avec une présentation de Camille Chamberlain. Je vais vous lire, dans le fond, un peu qui elle est. Camille, elle est sexologue et psychothérapeute. Authentique, impliquée et passionnée, Camille pratique dans une approche psychodynamique intersubjective. Elle offre aux personnes qui la consultent une expérience relationnelle sécurisante et empreinte de validation, leur permettant de comprendre le sens de leur vécu et de développer une façon d'être plus épanouissante. Cette psychothérapeute a œuvré pendant plusieurs années au Centre d'intervention en délinquance sexuelle, avec une clientèle d'adolescents et d'adultes ayant commis des agressions sexuelles. En parallèle, elle a développé une pratique en bureau privé. Ayant un fort intérêt pour la diversité sexuelle et de genre, Mme Chamberlain s'est rapidement spécialisée dans les questions d'identité de genre. La majorité de sa pratique clinique est composée de suivis thérapeutiques auprès de personnes trans ou en questionnement sur leur identité. Elle effectue également des évaluations dans le cadre de recommandations pour l'hormonothérapie ainsi que pour les chirurgies du torse et de résignation sexuelle. Alors, mesdames et messieurs, je vous présente Camille Chamberlain. Bonjour. Alors, merci de vous présenter aujourd'hui. Je vois que cette thématique rassemble quand même un bon nombre de personnes. Alors, je vais commencer tout de suite par me présenter un petit peu davantage que ce que Frédéric vient de faire. Alors voilà, je suis sexologue psychothérapeute, je travaille en bureau privé et évidemment, là, ma spécialité, c'est les personnes trans. Donc, les personnes viennent me consulter principalement pour des questionnements, un besoin de transition, une dysphorie, tous des termes que je vais couvrir avec vous aujourd'hui. Alors, si jamais, durant la présentation, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, OK? Alors, moi, c'est mon jargon au quotidien, là, ça va de soi. Arrêtez-moi, levez la main. Je veux vraiment que vous vous sentiez à l'aise. C'est normal qu'il y ait des termes peut-être qui soient nouveaux pour vous. Je veux m'assurer que vous les compreniez parce qu'ils vont nous suivre tout au long de la conférence. Alors voilà, je travaille en bureau privé, près du métro Henri Bourassa, d'ailleurs, tout près d'ici. Et je travaille selon les standards de soins du WPATH. C'est quoi? C'est le World Professional Association for Transgender Health. Alors, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce n'est pas juste des réflexions personnelles, professionnelles, de l'expérience clinique. C'est selon les standards de soins, dans le fond, de cette organisation-là, qui existe depuis des décennies et qui donne des guides d'intervention éclairés selon la recherche et selon la pratique clinique pour travailler avec cette population-là. Donc, voilà. Plus précisément, ma clientèle, c'est 75% des personnes trans ou en questionnement. Alors, globalement, les gens m'appellent, me demandent un rendez-vous, ils ont été référés pour ce motif-là. Et souvent, c'est des gens de 15 à 30 ans. En fait, je vois beaucoup de jeunes personnes, pas parce que nécessairement c'est ce que je voulais, j'adore ça, mais c'est la demande qui est actuelle dans mon bureau. Alors, l'autre 25% des gens que je vois, c'est qui? C'est d'autres personnes qui sont cisgenres, donc qui ne sont pas transgenres, qui viennent pour des difficultés émotionnelles, relationnelles, sexuelles. Donc, en tant que sexologue, évidemment, là, j'ai beaucoup à donner au niveau des troubles du désir, dysfonction érectile, par exemple des questionnements sur des décisions importantes de vie, des séparations, des choses comme ça. Et je fais beaucoup dans ce 25 %-là de la psychothérapie plus de longue durée, donc minimum 6 mois, 1 an, 2 ans. J'aime beaucoup aller en profondeur avec les gens dans l'implication de leur cheminement. Alors, parmi ce 75 % de personnes trans, je vois maintenant à peu près 80 % des personnes pour un suivi thérapeutique. C'est quelque chose que j'ai choisi de faire, en fait. Il y a beaucoup de demandes pour des évaluations, mais comme je vous disais, donc je préfère aller davantage en profondeur. Un suivi thérapeutique, ça peut être une dizaine, une vingtaine de séances à 1, 2, 3 ans, dépendamment des gens.
Les évaluations, en fait, c'est les personnes qui vont venir pour avoir une lettre de recommandation. Là, je vous donne ça rapidement, là, je vais y revenir. Pour la transition, donc hormonothérapie, chirurgie, ça prend une attestation comme de quoi que le consentement a été éclairé, a été attesté. Alors, c'est ce que je fais dans le 20 % restant. Alors, aujourd'hui, je vous présente quoi? Alors, il y avait des numéros. Ce n'était pas tous le numéro 1. Ils ne sont pas tous prioritaires comme ça. Je commence par les notions de base, juste pour placer un petit peu c'est quoi la diversité sexuelle et genrale, et ça va nous permettre de comprendre ensuite davantage les termes comme la dysphorie de genre, le stress de minorité, donc qu'est-ce que les personnes trans vont vivre au niveau du quotidien, socialement, professionnellement, académiquement parlant, c'est quoi les défis et quel effet ça a sur leur bien-être ou justement sur les difficultés de santé mentale qu'ils vont vivre suite à ça. Ensuite, je vais vous parler du processus d'émergence de la transidentité. Alors, comment les personnes trans se rendent compte qu'elles sont trans? Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Il y a un processus et je les accompagne souvent au travers de ce processus-là pour arriver à trouver un mieux-être avec les hauts et les bas, dont la transition. Alors, la transition, ça a été parlé déjà dans le documentaire, mais je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que ma clientèle vit au moment où ils font les premiers pas là-dedans. Et c'est quoi les obstacles qui se présentent, puis comment on fait pour passer au travers de ces obstacles-là pour que ça se passe le mieux possible. Et finalement, je vais vous parler plus spécifiquement des jeunes adultes trans, donc j'ai pensé que ça serait intéressant pour vous, qui êtes clairement dans cette tranche de la population, donc à peu près les 18-25 ans, qu'est-ce qu'ils vivent plus spécifiquement? Il y a des différences avec les autres générations, ça va de soi, et cette clientèle-là, je trouve, est très, très stimulante au niveau autant philosophique que émotionnel, parce que c'est une très belle diversité, comme vous allez pouvoir voir. Donc, je vous disais, je vous parle des bases, là. En fait, ça, c'est les continuums. Vous avez vu brièvement le gender bread dans le documentaire, probablement que le petit pain d'épices, peut-être ça vous dit quelque chose. Alors, en fait, le genre, c'est très, 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 très loin d'être binaire, puis c'est la première chose à comprendre là-dedans. Alors, souvent, on se dit, oui, je vois les gens qui prennent des notes, je me souviens de ce moment au cégep où on va avoir des résultats à remettre et tout. Alors, oui, première chose. Donc, le sexe n'est pas binaire. En fait, c'est un continuum. Ça part de masculin à féminin avec à peu près toutes les composantes au milieu. Okay? La première ligne, je vous ai mis le petit brin d'ADN, c'est très symbolique, ça veut juste dire que c'est l'aspect biologique. Dans le sexe, il n'y a rien qui est ressenti. Ce n'est pas psychologique. C'est comment on est constitué dans notre corps au niveau de notre code génétique, nos gènes, nos hormones, notre structure, la répartition des graisses, la stature, tout ce qui est caractéristiques sexuelles primaires, organes génitaux reproducteurs, et les caractéristiques sexuelles secondaires. Hein, est-ce qu'on a des larges épaules? Est-ce que les hanches vont s'élargir à la puberté? La texture de la peau? Bon, donc tout ça, ça fait partie du sexe biologique. Alors, la première conception erronée qu'on voit dans la population, c'est qu'il existe des garçons, des filles quand on est, puis c'est tout. Mais en fait, c'est très, très loin d'être ça. Il y a une partie significative de la population qui est intersexe. Intersexe, c'est une condition tout à fait naturelle qui existe. D'ailleurs, il y a même des espèces animales qui peuvent, eux, changer de sexe biologique au cours de leur vie. Donc, on n'est pas les seuls humains à avoir des conditions intersexes, vraiment loin de là. Alors, être intersexe, c'est arriver avec un profil soit génétique, hormonal ou des organes externes ou de l'apparence ou de la structure qui diffère du programme mâle ou du programme femelle. Donc, vous avez certainement vu ça dans votre cours de psychologie de la sexualité. Je vous fais un petit rappel. Durant l'embryogenèse, il y a le développement du fœtus et à un moment donné, en fonction du code génétique, on va savoir si on va faire un garçon ou si on va faire une fille. Si les tissus ne sont pas réceptifs aux androgènes, la testostérone est envoyée, mais le corps ne reçoit pas le signal. Bien, les organes génitaux vont rester féminins. Alors, par exemple, c'est des conditions qui font partie de l'intersexualité. Et là, l'intersexualité, ça n'a rien à voir avec l'identité de genre. Première ligne. Deuxième ligne, l'identité de genre. Ça, c'est quoi, évidemment? Bon, c'est le sentiment qu'on a à l'intérieur de nous d'être un homme, une femme, autre, un troisième genre, aucun des deux. Je vous en ai mis quelques-uns sur la ligne, là, mais je vais y revenir tout à l'heure. Ça, c'est un sentiment vraiment très, très subjectif. Hein? Si j'essayais de vous demander qu'est-ce qui fait que vous vous sentez homme,
ben ça pourrait être, je sens que je fais partie de la catégorie des hommes, je suis masculin, j'ai un pénis. Donc, toutes sortes de choses comme ça que vous pourriez nommer, mais qui vont être très difficiles à convaincre. Donc, c'est la même affaire pour n'importe qui, puis n'importe où sur cette ligne-là. Alors, en fait, l'identité de genre, c'est ce que je dis souvent aux personnes qui viennent me consulter pour mettre les choses au clair. C'est, moi, là, s'il y a bien une chose que je ne peux pas faire pour vous, c'est évaluer votre identité de genre. Je n'ai pas une boule de cristal, je ne peux pas vous regarder, je ne peux même pas avoir passé 2 ans de thérapie avec vous puis vous dire si vous êtes un homme, une femme, une personne non-binaire, fluide. Je ne peux pas faire ça. Je peux vous aider à vous guider là-dedans, à vous donner des repères, à savoir quel genre de questions vous posez, à vous accompagner dans ce cheminement-là. Mais la seule identité de genre que je peux identifier, c'est la mienne. À date, c'est fait. Fait que pour l'instant, c'est tout ce que je peux faire avec les personnes que je suis. Je vais être là pour les accompagner, pour les guider, pour traiter ce qui se passe autour, mais clairement pas pour identifier le genre. Et tout simplement parce qu'en fait, je n'ai aucune influence là-dessus et personne n'a aucune influence là-dessus. On ne choisit pas. Comme on ne choisit pas le corps avec lequel on est, on ne choisit pas l'identité de genre qu'on a. Ensuite de ça, 3e ligne, l'expression de genre. L'expression de genre, c'est comment on va démontrer socialement l'identité de genre qu'on ressent à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose qu'on choisit. On peut, par exemple, décider de se mettre plus féminine ou plus androgyne une certaine journée. On peut être un homme qui adore porter des couleurs vives, faire de la peinture, de la couture, ou on peut aimer la construction puis porter un coton ouaté tous les jours. L'expression de genre, là, on a un grand choix là-dessus. D'ailleurs, plus les femmes que les hommes actuellement, selon les standards sociaux. Donc, l'expression de genre, ça peut être très différent de l'identité de genre ou du sexe biologique. Hein? Je vous donne un exemple. On prend une personne qui a un sexe biologique masculin, qui se sent homme, tout à fait, au bout du continuum, et qui, dans son expression de genre, va plus aimer les choses qu'on, traditionnellement, trouverait féminines. Alors, c'est malheureusement ce que les gens appellent efféminé des fois. C'est simplement féminin. Cette personne-là n'est pas trans. Cette personne-là se sent homme, a un corps qui lui correspond et a des goûts féminins, tout simplement. Cette personne-là, en général, elle ne vient pas dans mon bureau pour une question d'identité de genre. Puis quand elle vient, on remet les choses au clair. Je ressors cette feuille-là, puis je dis, OK, dans 2 minutes, là. T'es où sur telle affaire? Puis rapidement, on peut faire une distinction. Et les 2 derniers continuums, je les ai mis en bas. J'ai mis 2 lignes parce qu'évidemment, l'orientation amoureuse et sexuelle, c'est un peu différent. Puis c'est des concepts qu'on commence à brasser un petit peu plus en société. L'orientation amoureuse, c'est qui qu'on veut dans notre vie. Et l'orientation sexuelle, bien, c'est qui qu'on veut dans notre lit. Donc, c'est un petit peu différent parfois. Il y a plusieurs personnes qui vont, par exemple, être hétéro-amoureux, donc qui vont être amoureux des personnes de sexe ou de genre opposé, mais qui sexuellement sont intéressés par peu importe le sexe ou le genre. Ou l'inverse. Alors, vous avez peut-être vu l'échelle de Kinsey. Oui, l'échelle de Kinsey, qui a été un des premiers à répartir les comportements sexuels des gens au-delà des catégories homo ou hétéro. Ces concepts-là, d'ailleurs, marche pas tout à fait avec les personnes trans. Hein? Ça tient pas compte de tout le monde parce que ça prend pour acquis qu'on serait dans le même sexe et genre et on vient de voir en haut que c'est 2 choses différentes. Alors, je pense que ces choses-là vont être amenées à changer. Et ce que je remarque d'ailleurs dans mon bureau, c'est que même les personnes qui ne viennent pas pour des questions identitaires, on voit beaucoup plus de questionnements, de fluidité, de capacité à assumer des attirances amoureuses ou sexuelles qui sont non-hétéronormatives, donc qui prend pour acquis que tout le monde est cisgenre hétéro. Hein? À éviter. Je vois trop de gens en souffrance dans mon bureau pour ne pas pouvoir vous dire ça ce matin. Alors, ça, c'est les continuums que je vais utiliser, la version courte pour avoir une petite idée. Et il y en a pour qui c'est une révélation. J'ai des personnes qui se questionnent sur leur identité de genre, puis se disent, moi, là, j'aime vraiment ça, porter des vêtements féminins, mais j'ai un corps de garçon. OK. On regarde ça tranquillement, puis l'identité de genre, ton sentiment, je ne sais pas, là, je me sens clairement pas un garçon au complet, mais je me sens pas une fille non plus. Et là, je dis, justement, il y a tout un continuum au milieu. Il y a beaucoup de positions possibles entre ces 2 affaires-là.
Alors, c'est vraiment un des points importants de ce que je veux vous dire aujourd'hui. Être trans, c'est pas passer d'une case à l'autre. C'est se situer à un endroit différent, moins typique sur ce continuum-là du genre. Pardon? OK. Donc, le sexe assigné à la naissance. Ouais, ça, c'est vraiment important parce que, en fait, à la base, quand on est, il se passe quelque chose de très particulier, c'est-à-dire que le médecin va ouvrir les jambes du bébé et, en à peu près 2-3 secondes, déterminer si c'est un garçon ou si c'est une fille. Et ça, il le fait à partir des organes génitaux externes. Hein? À moins qu'il y ait anomalie quelconque qui a été observée durant le in vitro, bien évidemment, on dit garçon, fille et on coche. Et ça, c'est le sexe assigné. C'est une case sur le certificat de naissance. C'est comme ça que ça fonctionne dans notre société. L'affaire, c'est qu'on ne se rend pas compte que par la suite, tout est à peu près dicté par cette case-là qui a été cochée. On devrait parler maintenant de genre assigné à la naissance, mais c'est encore le terme qui est utilisé, même dans la littérature actuellement. Pourquoi? Parce qu'on se dit, ah, cette personne-là a un pénis, donc on s'attend à ce qu'il agisse d'une façon masculine. Mais là, on n'a pas tenu compte de quelle est son identité de genre. Le bébé vient de naître. Il n'a même pas pu encore préciser son identité de genre. Alors, on part déjà dans une catégorie qui restreint. Alors, quand cette catégorie nous va bien, qu'on est cisgenre, bien, on n'a pas l'impression que c'est un problème. Mais c'est quand on commence à se poser des questions ou qu'on n'est pas exactement dans les normes, puis ne serait-ce que pour l'expression de genre, là, on fait comme « OK, finalement, on m'a attitré quelque chose qui est très, très, très restrictif par rapport au reste de ma vie. » Alors, c'est quoi être trans? En fait, la façon dont je vais vous en parler aujourd'hui, c'est vraiment à chaque fois qu'une personne ne ressent pas la cohérence entre son corps ou son identité sociale, puis son identité de genre. Donc, quand l'intérieur ne fit pas avec l'extérieur. Il y a une très belle vidéo qui a circulé sur Facebook, YouTube l'année dernière, qui parlait justement de la transidentité avec un pot de confiture puis un pot de beurre de pinot. C'est un peu binaire, on s'entend. J'aurais aimé que ça soit un peu différent, mais ça donne une bonne idée. Alors, on peut avoir un pot de confiture, mais dans lequel, quand on ouvre, finalement, c'est du beurre de pinot. Et l'inverse. Alors, ça ne veut pas dire que l'extérieur, la coquille de la personne, va fitter avec son intérieur. Et c'est ça, être trans. C'est quand il y a une incohérence entre ça. Donc là, le corps, c'est facile à se rendre compte. Hein? C'est très, très matériel, c'est très physique. Mais l'identité sociale, c'est ce à quoi on s'attend, nous, en société. Est-ce qu'on va nous traiter comme un homme ou on va nous traiter comme une femme? Puis à date, on nous traite juste d'une façon ou l'autre. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Prise de conscience, le documentaire l'a très bien dit. Puis ça, là, c'est vraiment important. Les gens, ils ne savent pas nécessairement qu'ils sont trans là, à partir de 5 ans. Il y en a que oui. Il y en a qui me le disent clairement. Ils me racontent leurs premiers souvenirs. C'était imprégné en dedans d'eux là, dès leur âge où ils ont pu conscientiser quelque chose. Mais il y en a pour qui ils viennent me voir à 40 ans, puis ils viennent de réaliser qu'ils sont trans. T'sais. Puis il y a différentes raisons pour ça, évidemment. Premièrement, on n'en parle pas tant que ça en société. Ça commence, mais il faut comprendre que pour les gens, entre autres de 40 ans, ça n'avait rien à voir quand eux avaient 15-18 ans, là, même 5 ans non plus. Alors, il y a plusieurs identités trans. Là, je vous en ai mis quelques-unes, mais on en nomme jusqu'à 50. Il n'y a pas vraiment de limite à ça, en fait. Chacun peut un petit peu s'identifier comme il le sent. Mais les principales sont ça. Alors, les personnes qui vont se dire transgenres, les personnes qui vont se dire transsexuelles, donc, par exemple, après avoir complété la transition, les personnes non-binaires. Alors, vous vous souvenez de la ligne de l'identité de genre? Bien, non-binaire, c'est à l'extérieur de ça. La personne ne se sent pas faire partie ni de la catégorie homme, ni de la catégorie femme, ni même de ce type de catégorisation-là de l'être humain. Les personnes bispirituelles, alors vous avez eu beaucoup d'activités en lien avec la communauté autochtone cette semaine, bien, on le récupère ici parce qu'en fait, dans les peuples autochtones, il y a des personnes non-binaires, trans ou, dans ce cas-là, two-spirit, qui existent depuis très, très longtemps. Il y a même des tribus de Premières Nations qui ont eu jusqu'à 7 genres différents. 7. On en a 2. Fait qu'on est loin de la diversité de ce qu'on a eu avant. Et beaucoup, quand même, de cultures autochtones vont avoir définitivement un rôle pour le troisième genre, les personnes two-spirit, qui ont les 2 esprits.
Donc, c'est ce que les gens parfois vont dire comme étant bigenré, donc à la fois homme, à la fois femme. Les personnes qui vont se sentir agenrées, ni l'un ni l'autre, ou complètement au milieu de ce continuum-là. FTM, MTF, c'est des termes que vous allez voir beaucoup dans les médias, surtout sur les médias sociaux. Female to male to female, une façon de pouvoir indiquer le sens de la transition chez les personnes transféminines ou transmasculines. Genre fluide, oui, ça on n'en parle pas beaucoup. C'est les personnes dont l'identité de genre va varier en fonction des périodes de leur vie. Alors, ce n'est pas nécessairement une personne qui va sentir qu'il y a un noyau identitaire genral fixe. Donc, pendant une partie de son adolescence, peut se sentir davantage homme, puis ensuite plus non-binaire, puis ensuite plus femme. Alors, ça peut varier. Et ce qu'on remarque, c'est que les identités fluides sont stables dans leur instabilité. Alors, une fois que la personne a pu identifier qu'elle est fluide, en général, ça reste au courant de la vie. Fluctuant, ça ressemble à fluide, mais c'est avec des pics. Donc, des personnes qui vont ressentir plus une identité féminine dans une certaine sphère de leur vie ou dans certains moments avec certaines personnes, et ça va bouger comme ça. Encore une fois, d'une façon relativement régulière, c'est-à-dire que ça ne reste pas très différent longtemps, puis dans un autre pôle très longtemps. On a demi-genré. Donc, demi-genré, on n'en entend pas beaucoup parler, mais j'ai beaucoup de gens dans mon bureau qui se sentent demi-genrés sans même utiliser ce terme-là. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, ben moi, je suis trans, je suis un homme trans. » OK? Mais finalement, quand on regarde là, plus spécifiquement ensemble, trans comment, homme comment, on se rend compte que la personne se sent majoritairement un homme, mais pas à 100%. Donc, une certaine partie. Genderqueer, c'est un peu comme queer au niveau de l'orientation sexuelle. Donc, c'est quelqu'un qui va ne pas avoir besoin d'une étiquette pour identifier son identité de genre. J'ai une personne qui m'a dit l'an dernier, pour moi, le genre, c'est plutôt une question et non une réponse. Alors, c'est comme ça que la personne ressentait son identité de genre. Moi, je suis dans un questionnement, je suis dans l'ouverture subjective puis philosophique que ça m'amène, mais je n'ai pas besoin de me positionner dans une catégorie, tout simplement. Et il y en a plein d'autres. Ça, c'est pas ça qui manque. Donc, la non-binarité du genre, je vous ai déjà un petit peu parlé de ça, mais en fait, on pense parfois que les personnes trans y échappent à ça. T'sais. Comme s'ils se rendent compte qu'être trans, ça voulait dire ne pas avoir grandi dans une société puis ne pas avoir été socialisé de la même façon que les personnes cis. Bien évidemment, ce n'est pas le cas. Alors, il y a beaucoup de personnes trans qui ont... excusez-moi, là. Qui ont une vision assez binaire du genre. Puis leur entourage aussi. Tu sais, la blonde qui dit, ben là, mon chum m'a dit qu'elle était trans, il porte le même linge qu'avant. Ben, ça se peut. Il y a des femmes trans ou cis qui n'ont pas un style girly, tout simplement. Alors, des fois, les attentes de l'entourage ou de la personne trans elle-même est vraiment super genrée, en fait. Puis, il y a tout un travail à faire pour aller bien au-delà de ça, parce qu'en fait, ça restreint de la même façon que le genre ou le sexe assigné à la naissance. Là. Et la majorité des hommes trans me disent, en effet, ne pas se sentir homme à 100%. Puis je le vois un petit peu plus au niveau des hommes trans que des femmes trans. Je ne dis pas nécessairement que c'est représentatif, là, parce que j'ai un échantillon clinique qui n'est pas non plus... j'ai un nombre d'heures limité dans ma semaine. Mais il y a une plus grande capacité à, disons, avoir une certaine souplesse ressentie par rapport au besoin de prouver, si on veut, cette masculinité-là, autant à soi-même qu'à l'autre. La dysphorie. Ouais. Alors ça, c'est un petit peu moins jojo. En fait, c'est la souffrance que les personnes trans vont ressentir. C'est pas toutes les personnes trans qui ont de la dysphorie. Ça n'a pas besoin d'être là pour faire en sorte qu'on est une personne trans, en fait. Mais c'est vraiment très présent. Parce que, mettons que je vous disais, demain matin, vous vous réveillez avec le corps du sexe opposé. C'est pas pour une journée, là, pour le restant de votre vie. Je suis pas sûre que vous seriez très, très content de ça. En tout cas, ça compliquerait beaucoup votre vie.
Et maintenant, au lieu de vous appeler madame, on vous appelle monsieur. C'est pas vraiment le fun non plus. Alors, c'est souvent ce que... Ah, tu prends une technique? Ouais. Continue. Oui. Donc, c'est souvent que les personnes trans vont vivre c'est vraiment cette souffrance-là, puis ça peut aller de léger à ben je me sens pas bien, quand je me regarde dans le miroir, c'est pas super le fun, ou encore je suis pas à l'aise avec les pronoms qu'on me donne, à j'ai envie de rester chez moi, je peux plus fonctionner, j'ai des idées suicidaires. Alors, tu sais, il y a vraiment, encore une fois, une grosse variété dans la dysphorie, tu sais. Puis il y a 2 types de dysphorie. Il y a la dysphorie corporelle, donc le corps, et il y a la dysphorie sociale. La dysphorie sociale, c'est plus comment on nous traite. C'est quoi l'image sociale qu'on envoie? À quel groupe les gens nous associent? Est-ce qu'ils nous associent aux femmes ou ils nous associent aux hommes? Parce qu'encore une fois, bien, il y a souvent juste ces 2 catégories-là. J'espère que ça va changer, mais bon, pour l'instant, on est loin du but. Alors, je vais faire comme si. La dysphorie, ce que ça amène, c'est qu'il y a souvent un stress important qui est mis sur ces personnes-là au niveau du fait, juste parce qu'ils sont dans un groupe minoritaire. Tu sais, être différent dans un groupe où tout le monde se ressemble, bien, ça se ressent. Ça se ressent et on est vu et il y a beaucoup plus de discrimination. Alors, c'est ce qu'on appelle le stress de minorité. Le stress de minorité, c'est pas juste pour les personnes trans, là, c'est aussi pour les minorités ethnoculturelles, religieuses, linguistiques. N'importe qui n'est pas comme tout le monde, ben, ça crée des problèmes. Dans le fond, grosso modo, c'est ça. Et les personnes trans vivent un stress de minorité vraiment important qui amène, je vous ai sorti quelques statistiques là, qui sont quand même alarmantes. Par exemple, une étude canadienne qui a été faite en 2015 sur 923 personnes trans de 14 à 25 ans, 70 % ont été harcelés sexuellement en raison de leur identité de genre. 36 % physiquement menacés ou blessés dans la dernière année seulement. Et 50 % des 19-25 ans cyber-intimidés. Donc ça, c'est au quotidien. C'est le vécu de ce qu'on vit en lien avec le stress de minorité. Et ben, très souvent, malheureusement encore aujourd'hui, les parents ne vont pas soutenir leurs jeunes dans la transition. 72 % ils n'en ont pas là, de support fort de leurs parents. Le 3/4 quasiment. C'est quand même énorme. On me joue un peu sur les diapos, fait que je vous... Ah, on a peut-être un retour. Donc, j'étais justement à parler un petit peu plus de statistiques. Qu'est-ce que ça fait, en fait? C'est simplement pour se rendre compte que c'est pas simple d'être trans, tu sais. C'est pas parce qu'il y a une personne trans nécessairement dans votre entourage qui semble bien aller que c'est facile pour elle. C'est très insinueux, en fait, le stress de minorité. Puis même que pour certaines personnes trans, j'ai à revenir avec elles sur « Hey, ça, là, c'est comme des micro-agressions que tu vis à tous les jours. » N'importe qui serait dépressif, n'importe qui serait anxieux, ferait des crises de panique avec ça. S'il y avait à vivre tout ce stress-là. Voici nos stats. La discrimination au travail, la discrimination à l'école, ben malheureusement, c'est très, très, très commun. Même si c'est contre la loi. Hein, ça a été rajouté récemment, très, très clair par rapport à l'identité de genre. Le risque suicidaire aussi, je ne peux pas passer à côté parce que c'est immense. Alors, une des grosses parties, vous voyez, je commence à genrer dans tous les sens maintenant, à force d'avoir un dans un sens, un dans l'autre. Les crises suicidaires, c'est vraiment très présent. En fait, 77 % ont sérieusement envisagé le suicide. C'est pas ça dans la population en général, évidemment. Tu sais, on savait depuis longtemps que dans la communauté LGBTQ+, il y avait beaucoup plus d'idées suicidaires, mais dans la population trans, c'est encore plus élevé. 43 % au moins une tentative dans leur vie, presque 1 sur 2. Puis c'est ce que je vois aussi dans mon bureau, vraiment. Il y a des jeunes que, par exemple, je les ai pas laissés partir de mon bureau à 9 h le matin parce qu'il y avait une imminence suicidaire, puis qu'il fallait qu'il aille à l'hôpital, puis que le parent vienne ou que le proche vienne, parce que là, c'était rendu beaucoup, beaucoup, beaucoup trop imminent. Heureusement, c'est rare, mais ça fait partie beaucoup de ce que les personnes trans y vivent. Et c'est les jeunes qui sont les plus à risque. Les 16-24 ans, là, c'est quand même énorme. Quasiment 1 sur 5 qui ont fait une tentative la dernière année. Ça va pas bien, là.
Des fois, je me dis, mais il faut vraiment qu'on se réveille comme société, là, parce que tout ça, là, c'est pas juste causé par la dysphorie. C'est causé beaucoup, beaucoup par le stress de minorité. C'est ce qu'on voit, en fait. Plus il y a un fort soutien, plus il y a accès aux soins, plus la transition peut être entamée quand c'est ça le besoin, bien, plus les idées suicidaires diminuent, là. C'est vraiment, c'est rare qu'on ait une statistique aussi prenante que ça. Je lisais récemment, 90% des risques suicidaires sont diminués lorsque les parents soutiennent le jeune trans. Il n'y a à peu près rien en psychologie qu'on peut avoir quelque chose de même, une chute de 90% d'idées suicidaires avec quelque chose d'aussi concret comme le fort soutien parental. Alors, comment on se rend compte qu'on est trans? Alors, c'est un parcours plein de surprises, évidemment. C'est ce que j'aime beaucoup à travailler avec les personnes trans, c'est qu'il n'y a pas un parcours qui est pareil, mais il y a des grosses étapes. Alors, en premier lieu, juste en haut, il y a la prise de conscience. On prend conscience qu'on est trans à différents moments de la vie, puis c'est pas une révélation nécessairement, là. Des fois, ça vient après le sentiment que la personne va me dire, j'ai toujours senti que j'étais différente, il me semblait qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas avec moi, j'ai jamais eu un groupe d'amis de mon sexe avec qui je me sentais bien. Des fois, je vivais de l'anxiété, je ne comprenais pas pourquoi, ça faisait aucun sens. Alors, il y a un moment où on se rend compte que c'est peut-être lié à l'identité de genre. Puis, je pense à des clientes que j'ai eues, là, mais qui ont eu un parcours de vie où elles ont vraiment littéralement essayé de tout changer dans leur vie pour se sentir mieux en se disant, mais je vais trouver. J'en ai une qui a dit, je suis peut-être pas dans le bon groupe d'amis, changer de groupe d'amis. Je suis peut-être pas dans la bonne carrière, changer de carrière. Je suis peut-être pas dans le bon milieu de travail. Je suis peut-être pas capable de gérer mes émotions. Je suis peut-être bisexuelle. Je suis peut-être polyamoureuse. Pour finalement faire, je suis trans. Je suis une femme à l'intérieur. Et là, les choses ont pu se placer avec beaucoup moins d'obstacles qu'à d'autres moments. Donc, la prise de conscience, ça arrive parfois après notre deuxième étape, recherche d'information et de connexion. Puis surtout de nos jours où l'info est disponible partout. Facebook, YouTube, Twitter, les médias, ça passe partout. Et surtout ces 2 dernières années, là, c'est vraiment... j'aime pas du tout le terme « à la mode », parce que ce n'est pas à la mode, ça a toujours été présent. Mais disons que les médias en parlent plus. Alors, lorsque la personne a trouvé une certaine information, ça peut être un livre, ça peut être un YouTuber trans qui parlait de son parcours, très souvent, la personne va dire « Ah, OK, c'est peut-être ça que je vis. » Et là, va commencer à en prendre conscience tranquillement. Puis là, ça ne veut pas dire que la personne l'a accepté, hein? Loin de là. J'ai des personnes trans qui viennent me voir, ça fait des années qu'ils suivent tout sur Internet et qui n'ont pas encore commencé une démarche de transition pour une multitude de raisons. Soit elles n'en ont pas conscience exactement, soit elles ne sont pas certaines de vouloir entamer la transition ou il y a d'autres problèmes de vie à régler bien avant. Donc, quand on recherche l'information, on recherche aussi des connexions, ça veut dire les forums, les échanges avec des personnes non-binaires, les personnes trans, pour en connaître davantage là-dessus, avoir une idée de c'est quoi cette réalité-là dont on parle peu. 2 premières étapes, là, la pression monte. Beaucoup. La pression monte jusqu'à ce que la personne, en général, soit plus capable de contenir tout ça. Donc, la dysphorie est rendue super haute, le besoin de faire une transition est rendu à la gorge, là. Elle n'en peut plus, elle fait les dévoilements. Donc là, c'est les coming out. Fait qu'au moment où la personne fait les coming out, elle n'est pas du tout à la même place que la personne qui reçoit le coming out. Elle n'en peut plus, généralement. Il faut qu'il se passe quelque chose. Puis, dévoilement, j'aurais dû le mettre au pluriel, en fait, parce qu'il y en a vraiment beaucoup de dévoilements. Chaque milieu où la personne est, elle va avoir à dévoiler. Et ensuite, elle va pouvoir commencer à explorer, articuler, comment elle sent dedans. Aller un petit peu plus dans les nuances. T'sais. Au départ, des fois, c'est un peu grossier, comme n'importe quelle recherche identitaire. C'est des grosses catégories. On s'identifie à une idée, on peut y aller à fond. Ensuite, on nuance, on va intégrer d'autres parties pour faire une unité. Bref. Donc, explorer, c'est beaucoup quelque chose qui se fait en thérapie au travers du dialogue, au travers des échanges. On réfléchit aux choses et on repasse et on repasse. Parce qu'en fait, l'identité de genre de la personne, elle a été cachée
en arrière pendant toutes ces années. Et elle n'a pas pu se construire en interagissant avec les autres. Elle n'a pas pu être reflétée. Hein? Le soi, c'est quelque chose qui a besoin d'être reflété pour se construire. Puis si ce n'est pas reflété, bien, ça reste dans une place où c'est pas mature, c'est pas construit, c'est pas connu. Alors, il y a vraiment une recherche de soi au travers de cette étape-là qui permet d'aller vers les petits pas concrets. Alors ça, c'est le fun. C'est rare qu'on ait des choses aussi concrètes en psychothérapie que les premiers vêtements masculins mis ou les premiers vêtements féminins, justement les premières activités dans un espace plus féminin, plus masculin, le début de l'épilation, de la barbe, tu sais, des choses qui montrent que la personne est en train d'explorer puis de commencer sa transition physique ou sociale. Encore une fois, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais quand même. Et finalement, on revient à cette intégration-là, donc un moment où les choses se calment, la personne commence à regarder les autres sphères de sa vie, que son identité, parce que ça a été mis de côté pendant vraiment longtemps. Alors tout d'un coup, on se remet à dire « Ah oui, c'est vrai, j'ai un problème avec mon frère, peut-être un jour que je règle ça. » Ça a été mis sur la table pendant 4 ans parce qu'il y avait la transition, mais là, il faudrait peut-être s'en occuper. Et ça ne devient plus le centre, dans le fond, de la vie de la personne, ni le centre des discussions avec ses proches. On est un petit peu passé à autre chose parce que ça a été intégré dans cette nouvelle réalité-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour traiter la dysphorie? Bien, on fait la transition, partielle ou totale. Vous voyez, les couleurs changent. Qu'est-ce que ça veut dire? On explore en quoi l'expression de genre, le corps, l'identité peut devenir cohérente avec l'identité de genre. Donc, on ne peut pas changer l'identité de genre à l'intérieur, ça fait partie de ce que la personne est. Mais on peut aider à ce que l'extérieur soit cohérent, par exemple, pour aller chercher le degré le plus grand de cohérence qu'on va avoir. Alors, il n'y aura jamais, en général, cohérence parfaite, puis ce n'est pas le cas non plus chez les personnes cisgenres, mais on va se permettre d'aller chercher une cohérence pour diminuer la souffrance. La transition, ça se passe souvent en 3 volets. Ce n'est pas 3 volets qui vont être faits par tout le monde. Hein? Je pense que je répète ça à chaque diapo, là, mais ce n'est pas la même affaire pour tout le monde. Mais la plupart des gens vont passer minimalement par 2 de ces 3 pans-là. Alors, la transition sociale, c'est les coming out, évidemment parce que c'est visible, alors il faut en parler aux gens avec tout ce que ça vient avec. Et c'est la modification de l'expression de genre. Hein? Comme je vous disais tout à l'heure, on a le choix de comment on se présente en société. Alors là, on va commencer à faire ces modifications-là pour se sentir mieux. Et l'exploration des prénoms et des pronoms. Donc, pour les personnes non-binaires, parfois c'est un peu plus complexe, les pronoms. En français, là, on a une langue extrêmement genrée. Ça complexifie un petit peu les choses. Mais les personnes non-binaires, par exemple, vont choisir parfois des prénoms comme IL, ILE. En anglais, on a they, them, hein, qui peut représenter davantage la non-binarité. Et pour d'autres personnes, ils vont choisir un côté ou l'autre, souvent parce que c'est ce qu'il y a de moins pire, comme ils me disent. Le prénom. Donc, le prénom, vous n'avez pas idée à quel point je dois changer des prénoms dans mes dossiers cliniques, ça n'arrête jamais. En fait, parce que les gens ont souvent une recherche qui n'est pas linéaire et il va y avoir en majorité un premier prénom qui est choisi en début de transition, qui est souvent un prénom de transition. C'est ce que je remarque. Un premier prénom où ça va être peut-être un peu moins genré. Hein, si la personne avait un prénom très, très féminin, il s'en va vers le masculin, mais ça se peut que ça soit un prénom moins genré, comme par exemple Pascal, Dominique, Raphaël, des noms comme ça qui permettent une certaine flexibilité au niveau du genre. Et parfois, ça va vers un prénom, disons, plus assumé, plus directement masculin, mettons Mathieu. T'sais. Donc, quelque chose comme ça qui permet d'adapter aussi au niveau de l'entourage. Quand ça fait 30 ans qu'on appelle quelqu'un au féminin et qu'on a un nouveau prénom masculin, c'est pas toujours comme ça que ça se fait pour les proches. Ou évidemment, à la grande souffrance des personnes trans qui, elles, en souffrent à chaque fois parce qu'à chaque fois, ça leur reflète qui ils ou elles ne sont pas, en fait. Alors ça, c'est souvent une zone de tension dans les couples, dont il y a un des deux qui transitionne, dans les familles. Hein, les parents qui ont nommé leurs jeunes avec un prénom choisi à la naissance, il y a un attachement émotionnel là-dedans tellement naturel. Et pour la personne trans, c'est tellement souffrant, parfois depuis toujours. Alors, ça fait vraiment des gros clashs.
Le deuxième aspect, c'est la transition médicale. Alors, pour beaucoup de personnes, c'est un traitement essentiel. C'est pas un luxe, c'est pas une alternative parmi tant d'autres. Il y en a pour qui, sans ça, il risque d'avoir une tentative de suicide imminente. Alors, l'accès à l'hormonothérapie, là, il faut que ça soit présent. L'hormonothérapie féminisante, masculinisante, donc chez les femmes chez les femmes trans, donc qui ont un corps masculin à la naissance avec un profil hormonal masculin, il va y avoir 2 substances qui sont prises, les anti-androgènes, qui est souvent la spironolactone, okay, et les estrogènes également, parfois un peu de progestérone, mais c'est plutôt rare. Et l'inverse, mais ça va être la testostérone qui va être donnée aux hommes trans qui ont donc un corps féminin en général à la naissance. Et les chirurgies. Donc, j'ai mis mastectomie juste pour vous illustrer ça. En fait, c'est la chirurgie du torse. Donc, c'est l'ablation des seins pour faire la création d'une poitrine d'apparence masculine. Donc, pour beaucoup d'hommes trans, en fait, tant que la mastectomie n'est pas faite, le passing n'est pas bon. Le passing, c'est la capacité à pouvoir passer sans se faire, disons, démasquer comme personne trans. Donc, avoir l'air d'une personne cisgenre. Pas avoir constamment à répondre à des questions, puis se faire genrer de la bonne façon. T'sais. Aller à l'épicerie, puis se faire donner le sac, puis c'est monsieur, c'est pas madame. Là, pas avoir à reprendre tout ça. Souvent, la mastectomie est vraiment essentielle parce qu'en fait, tant qu'il y a poitrine, les gens vont rapidement associer ça à la féminité, à la femme. Il existe des binders. Je crois qu'en français, on dit camisole de compression, quelque chose comme ça. J'utilise binder, bref. C'est une espèce de camisole très, très serrée qui va permettre d'aplatir les seins pour avoir une poitrine quasi non apparente, sauf que c'est vraiment très, très serré. C'est pas très bon pour la santé. Il faut mettre ça plus que 8 heures. Là. Fait que c'est important que la mastectomie arrive quand même pas trop loin dans le processus. Ensuite, les autres chirurgies, donc au niveau des chirurgies du bas, de réassignation sexuelle, donc la transformation du phallus en vagin, l'hystérectomie, l'ovarectomie, les ovaires, la vaginose, j'en ai parlé. La métoïdioplastie et la phalloplastie, c'est les opérations, en fait, pour passer d'un corps féminin à un corps masculin au niveau des organes génitaux. La métoïdioplastie, ça a été inventé, en fait, par la suite. C'est alternatif. Ils vont ressortir un petit peu le ligament suspenseur du clitoris qui a été gonflé avec l'hormonothérapie, qui est devenu un petit, très, très petit phallus, pour donner une petite longueur, mettre des implants testiculaires, donc avoir un look plus masculin, sans aller vers la phalloplastie. La phalloplastie, c'est une très, très grosse opération, la création d'un néophallus, donc prendre une section sur le bras qui va servir à faire le tissu pour la verge, dans laquelle il y a un implant avec un petit bouton, comme ça, en fait, pour pouvoir avoir une érection. Mais là, des fois, ça reste pogné. C'est pas si simple. C'est un projet souvent qui paraît très beau. Ah, je vais avoir enfin mon pénis, mais c'est pas tout à fait à jour encore médicalement, quoique on s'en tire mieux qu'avant. Et la vaginoplastie, ben, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre simplement la peau du pénis, qui vont la rentrer par en dedans pour faire le vagin. Ils vont remettre les terminaisons nerveuses. Je suis loin d'être chirurgienne, mais c'est à peu près ça. Là. Puis ils remettent le sphincter urétral à la bonne place pour pouvoir uriner dans tout ça. Des grosses douleurs, mais des très, très beaux résultats. Vraiment, les vulves faites en vaginoplastie sont parfois méconnaissables des vulves de femmes cis. Donc, c'est vraiment une chirurgie qui va assez bien. Les implants mammaires, ça arrive. Bon, il y a d'autres chirurgies. La plupart des gens ne vont pas jusque-là, mais il y en a qui vont aller jusque-là. Et au Québec, tout est couvert par la RAMQ, sauf les implants mammaires et les chirurgies faciales. Donc, on est vraiment très chanceux et chanceuses parce que ça coûte des dizaines de milliers de dollars, tout ça, et c'est couvert. Et pourquoi? Bien, simplement parce que c'est un soin médical essentiel. Quand je vous parlais des taux suicidaires, là, c'est parfait que la RAMQ rembourse ça.
La transition légale, c'est le changement de prénom et de mention de sexe à l'État civil du Québec. C'est une procédure simple, ça prend à peu près 3 mois, il y a un formulaire à remplir, ça coûte 135 $ et c'est réglé. C'est souvent fait, en fait, au milieu, fin de transition, là, ce que je remarque. Les gens ne vont pas nécessairement commencer par ça. Souvent parce qu'il y a des hésitations au niveau du prénom ou encore que tous les coming out ne sont pas faits. Qu'est-ce qui se passe pendant la transition? Qu'est-ce que les gens vivent? Alors, ils vivent beaucoup de choses. Premièrement, c'est socialement visible. Ça veut dire qu'on ne peut pas se cacher d'une transition. Ce n'est pas comme l'orientation sexuelle où il n'est pas marqué dans la face de quelqu'un qui sait qu'il a envie d'avoir dans sa vie puis dans son lit. Bien, avoir l'air d'un homme ou d'une femme ou entre les deux, bien, ça paraît beaucoup. Alors, les gens voudraient bien aller dans le garde-robe, avoir l'hormonothérapie, les chirurgies, tout est fait, puis là, sortir dans leur nouvelle vie. Et là, bien, ils se rendent compte que ce n'est pas vraiment ça. Il va falloir que ça se fasse au travers de la visibilité qu'ils vont avoir socialement. Donc, il y a des réactions qui vont de la curiosité. Des gens qui vont dire « Ah, c'est une personne trans » ou « c'est comme un habillement différent. » C'est un gars, c'est une fille, je ne sais pas, avec des questions, mais vraiment déplacées. Genre « T'es-tu un gars ou t'es-tu une fille? » Il y en a qui se font carrément demander ça de même. Là. Je pense que personne n'aime ça, se faire regarder comme ça et se faire demander des questions genre « Qu'est-ce que tu as dans ton pantalon? » Au dégoût, mépris, évidemment. Donc, malheureusement, il y a encore beaucoup de transphobie, fait que la plupart des personnes vont vivre clairement de la discrimination à un moment ou à un autre de leur transition. C'est une montagne russe sur tous les plans. Émotionnel, relationnel, parfois même spirituel. En fait, parce qu'avancer dans sa transition, paradoxalement, au soulagement que ça donne, parce qu'enfin, il y a un petit peu plus de cohérence qui est faite, bien, ça fait super peur. Parce que, est-ce que je vais avoir l'air de ce que je veux? Est-ce que les autres vont m'accepter? Est-ce que l'hormonothérapie va donner les résultats auxquels je pensais en fonction de ma génétique? Est-ce que je vais être capable de trouver un emploi? Est-ce que je vais perdre mon emploi? Est-ce que ma blonde, mon chum, va rester dans ma vie? Est-ce que mes enfants vont me renier? Donc, ça, c'est toutes des questions encore aujourd'hui actuelles que les personnes trans ont à se poser et ont à vivre, sont confrontées quotidiennement à ça durant la transition. Et là, ce que je fais avec eux, c'est qu'on gère le rythme. Parce que là, quand je vous disais qu'une fois que les dévoilements sont faits, la personne est prête à transitionner, bien là, elle n'en peut plus parce que la dysphorie, elle a monté. L'affaire, c'est que si la personne ne va pas assez vite, donc a peur, est anxieuse, ne sait pas trop comment avancer dans la transition, la dysphorie monte de plus en plus et là, bien, les capacités à se mobiliser sont de moins en moins grandes. La personne a de moins en moins d'énergie, de plus en plus déprimée, on a de la misère à faire la transition. À l'inverse, quand la personne veut se pitcher, le crier à tout le monde tout de suite, puis avancer, puis avoir son hormonothérapie pour hier, là, bien là, ça génère des stresseurs. Parce que là, il y a les réactions de l'entourage. Il y a socialement les réactions dont je viens de vous parler. Alors, tout ça, ça fait en sorte que la personne ne se ramasse pas nécessairement super bien appuyée dans une période particulièrement difficile de sa vie. En plus des hormones. Les femmes trans qui arrivent dans mon bureau. « Ah, là, je comprends plus ma mère puis ma soeur. Je pleure tout le temps. » Puis il y a vraiment une sensibilité qui vient s'installer. Les estrogènes, là, oui, il y a une construction sociale, puis on est capable de laisser plus les femmes être proches de leurs émotions, mais wow, que j'ai vu comment les hormones ont un effet sur l'humeur, là, puis sur la capacité à être proche ou distant de ses émotions. C'est vraiment incroyable. Là. Les femmes trans ressentent, surtout au début, là, il y a ce boost hormonal-là, beaucoup plus à fleur de peau, beaucoup plus sensible à l'autre. Ils arrivent plus à aller chercher dans d'eux l'empathie, toutes sortes de qualités qu'on dirait typiquement féminines. Et les hommes trans qui disent « Hey là, je suis irritable, j'ai envie de péter une coche, l'agressivité. » Puis en fait, ça va exacerber les tendances de la personnalité de la personne. En fonction du type d'hormonaux qui est prise, mais ça a vraiment un effet. Oui. Oui, je vous ai mis l'image avec le cover Beard Shadow, en fait, parce que c'est là où cette montagne russe-là, elle vient aussi en fonction des jours, t'sais. Parce que plus la personne va se féminiser, par exemple, bien, plus elle voit ce qu'il y a encore de masculin chez elle. Alors, ben oui, mais tu sais, Camille, maintenant, je suis capable de m'habiller au féminin, ça va bien, tu sais, je me sens à l'aise là-dedans, mais j'ai ma foutue barbe dans ma face qui me rappelle tout le temps que j'ai un corps de gars, tu sais.
Et là, ça devient très irritant parce que c'est les derniers morceaux qui restent. Fait que la dysphorie, elle monte, elle descend tout le temps. Fait que je peux vous dire que c'est assez épuisant comme moment. C'est pas juste enfin je vais me délivrer puis je vais avoir le corps puis l'identité sociale que je veux là. Non. Et il y a beaucoup de deuil à faire. Beaucoup de deuil à faire. À force de travailler avec cette population-là, je vois qu'au début de la transition, c'est comme non, il n'y aura pas de deuil, tout est merveilleux. Mais là, tranquillement, on se rend compte que finalement, il y a une partie de soi qu'on laisse en arrière. La partie de soi, l'enfant qu'on a été, ou du moins qui a interagi avec le monde autour de nous, il n'est plus là. Hein? C'est une partie de souvenir qui va demeurer toujours présente, mais qui ne sera plus vivante en dedans de nous. Donc, il y a beaucoup, en fait, parfois, c'est très freudien, hein? Eros, Thanatos, la pulsion de vie, la pulsion de mort. C'est vraiment très présent des fois en même temps parce que la personne vit une nouvelle naissance et vit une mort à quelque part de partie d'elle-même et des relations. Donc, la plupart des personnes trans, malheureusement, encore aujourd'hui, vont perdre certaines relations amicales, amoureuses, familiales qu'elles ont à cause de la transidentité. Et le deuil à faire de ne pas être cisgenre. Parce que malgré les possibilités de transition, malgré le bien-être qui vient s'installer une fois que la transition a été faite, c'est pas comme être né dans un corps cis. C'est pas pareil, surtout lorsque la personne n'a pas accédé aux bloqueurs. Donc, les bloqueurs de puberté, c'est une substance qui permet de mettre en pause la puberté pour ne pas développer les caractéristiques sexuelles secondaires de son corps biologique pour pouvoir commencer l'hormonaux durant l'adolescence. Alors, pour ceux et celles qui ont vu la série « Je suis trans », par exemple, on a la petite Chloé qui, elle, a eu accès aux bloqueurs et qui a pu faire sa puberté de fille à peu près en même temps que ses amis. Fait que socialement, c'est super. Amoureusement, évidemment, sexuellement, parce que tout se passe dans le développement au même moment. Mais les personnes qui se sont construites biologiquement avec leur corps de naissance sans avoir accès aux bloqueurs, les résultats ne sont pas nécessairement les résultats escomptés dans leur imagination, leur anticipation de ce qu'elle allait pouvoir avoir comme corps. Est-ce qu'il faut que j'accélère? Là, je suis rendue où? Là? Oui, je vais accélérer. OK. Donc, la transition, c'est quoi? En fait, c'est une deuxième puberté. Autant hormonalement que socialement, parce que là, on a accès à toutes les sphères féminines ou masculines qui étaient moins accédées. Tu sais, cette première fois que la femme trans arrive dans mon bureau, je me suis fait les ongles pour la première fois, je suis allée, tout ça. Alors, c'est tout le temps un moment très, très énergétique. C'est euphorisant, hein, comparé à la dysphorie qui a vraiment gardé la personne basse. Ça la remonte beaucoup. Et parfois, il y a un changement d'orientation sexuelle perçu ou réel. Perçu dans le sens où, mettons qu'on a un gars trans qui est attiré par les filles et qui continue de l'être après la transition, techniquement, aux yeux des gens qui ne le connaissent pas, il passe de lesbienne à hétérosexuelle. T'sais. Donc, il y a comme une adaptation aussi de milieu social. Hein, les couples, à la base, vus comme étant homosexuels, dont un des deux partenaires fait une transition, mais tous les espaces de la communauté homosexuelle ne sont plus nécessairement exactement accessibles de la même façon à cause qu'ils deviennent un couple hétérosexuel. Et parfois, il y a un certain changement. Quelques années après la transition, il peut y avoir aussi une certaine fluidité au niveau de l'orientation sexuelle qui fait qu'il y a d'autres attirances amoureuses qui se développent. La ligne de départ et la ligne d'arrivée. Le jeune trans ou la personne adulte qui va clairement dire à ses proches « Je suis trans, j'ai besoin de faire une transition, je veux commencer l'hormonothérapie », cette personne-là n'en peut plus, comme je vous disais. Hein. Ça a monté, la dysphorie, il est prêt à commencer maintenant. Les proches, eux, ils viennent de l'apprendre. Fait qu'eux sont sous le choc. C'est comme, quoi? Ma blonde, c'est un gars finalement, mais le parent, il dit, mais non, mais c'est impossible, qu'est-ce qui se passe? Ça ne doit pas être ça. Les proches ne sont pas pantoute rendus à la transition.
mais la personne, elle en a besoin. Fait que là, on essaie de jauger les rythmes pour pouvoir, encore une fois, avancer dans la transition en favorisant le soutien social, mais sans non plus commencer à attendre que les proches soient prêts, parce que, littéralement, ils ne seront jamais tout à fait prêts. Voilà. Et qu'est-ce que je fais avec eux dans le bureau durant la transition? Bien, je vous parlais pouvoir clarifier un petit peu l'identité de genre, explorer, l'articuler. Je suis un homme comment? Quel type d'homme? C'est quoi un homme? Toutes ces questions-là là, se mettent à être reposées fondamentalement. C'est d'ailleurs ce que j'ai vu dans ma propre vie et la propre vie de mes proches autour de moi, c'est que en étant en contact avec cette population-là, là, on ne voit plus le genre de la même façon, mais pas du tout, là. Alors, ça vient vraiment créer une façon extérieure du cadre de pensée, mais qui est vraiment super enrichissante, mais qui peut parfois être épeurante, parce que certaines certitudes qu'on avait construites, qui étaient un petit peu illusoires, viennent d'être pas mal détruites par l'expérience très riche et très profonde de ces personnes-là au niveau de leur réflexion puis de leur ressenti. Alors, elles nous amènent beaucoup, beaucoup à nous connecter à nous, puis à nos supposées certitudes. Je travaille beaucoup la transphobie internalisée, en fait, toutes les attitudes discriminatoires qu'on va avoir envers soi-même si on est trans et qu'on a internalisé cette discrimination-là. Donc, beaucoup, beaucoup de honte. La difficulté à pouvoir commencer à montrer une féminité ou une masculinité, commencer à dire aux gens « c'est il, c'est elle ». C'est vraiment, quand il y en a beaucoup, là, c'est un gros, gros travail. Ce n'est pas une question de semaine, c'est une question de mois, années pour faire le tri de ça, parce que ça fait longtemps que le clou y a été rentré, vraiment longtemps. Puis, je traite aussi, bon, évidemment, tous les problèmes de santé mentale qui viennent avec, dépression, anxiété, troubles relationnels. Alors, tout ça, ça vient souvent avec. Quand je fais des lettres, alors, les lettres, les gens, ça les intéresse beaucoup d'habitude. C'est quoi ça, les lettres de recommandation? Quand la personne vient me voir et me dit « je veux une lettre », OK? Alors, je fais un rapport d'évaluation. En fait, je prends le temps, 3 à 5 rencontres avec la personne pour faire le tour de sa vie, voir un petit peu, elle est où la dysphorie, à quel niveau, c'est quoi les besoins durant la transition, et est-ce qu'elle sait dans quoi elle s'embarque? Pour limiter les déceptions. Si la personne pense qu'avec l'hormonothérapie féminisante, ben, elle n'aura plus de poils, non, il va falloir faire du laser, là, les poils, ils restent. Ah, je vais grandir grâce à la testostérone? Non. Non. À 20 ou à 30 ans, il n'y aura pas de croissance due à l'hormonothérapie. Et en fonction de ce que je vois, bien, parfois il y a un besoin de préparation, donc je vais accompagner la personne dans les coming out à faire, la gestion de tout ce qui vient au niveau anxiogène par rapport à la transition, un petit peu ou vraiment beaucoup de séances. Et chez les jeunes, plus spécifiquement, donc dans la section, là, après ça, je vous laisse avec notre beau témoignage. Les médias, l'univers numérique, tout est là. Tout est exposé. Et ça, c'est génial, mais malheureusement, des fois, ça sert à la cyberintimidation et plein de choses, mais c'est accessible. Alors, les jeunes s'en rendent compte souvent plus jeunes parce qu'ils ont vu de l'information par rapport à ça. Ils ont eu accès dans l'intimité de leur téléphone cellulaire, leur tablette, leur portable, même à 5, même à 10 ans. Donc, il y en a qui s'en rendent compte beaucoup plus jeunes, puis qui vont en parler plus jeunes parce qu'ils savent que hey, ça existe, une émission, je suis trans maintenant à Canal Vie, tu sais. Fait que tout ça, ça finit par se discuter parfois beaucoup plus rapidement, puis c'est super parce que ça permet de pouvoir avoir accès aux bloqueurs et tout ça. L'univers numérique permet aussi d'explorer le genre sans risque. Presque toutes les personnes trans que j'ai dans mon bureau m'ont dit avoir eu soit un compte Facebook ou Twitter, whatever, là, avec leur identité de genre réelle et non leur identité sociale actuelle pour explorer, avec les bons pronoms, avec un prénom différent, un avatar de jeu vidéo qui les représente davantage. Ça permet de ne pas risquer ses relations à l'extérieur, mais de commencer à voir qu'est-ce qui me fait sentir bien, puis qu'est-ce qui me fait sentir moins bien. Alors, ça peut être à la fois très bon parce que c'est une transition, un pas avant d'aller dans le réel, mais ça peut aussi être un gros refuge. Tu sais, j'ai des jeunes qui sont restés dans ce refuge-là, à vivre une genre de vie parallèle pendant des années parce que, ben, il y a un confort là-dedans. Il n'y a pas de risque à prendre.
dans mon monde virtuel, je suis qui je peux être. Mais pendant ce temps-là, je n'ai pas à dealer les difficultés d'être qui je suis dans le monde réel avec le risque d'être rejeté, le risque d'être vu différemment, puis de ne plus avoir les avantages que j'ai actuellement comme personne supposément cisgenre. Ça favorise aussi le soutien et l'appartenance. Tous les groupes, les rassemblements, les organismes communautaires qui passent par les médias sociaux pour créer des événements, c'est vraiment super gratifiant pour la communauté. Et les personnes non-binaires, donc, qui se situent à l'extérieur de ce continuum homme-femme-là ou à quelque part au milieu, sont de plus en plus fréquents à s'identifier ainsi chez les jeunes. Puis, en fait, c'est parce que je remarque que les jeunes ont une vision beaucoup plus élaborée du concept de genre, beaucoup plus ouverte, tellement en avance, là, sur les générations futures qui n'ont pas grandi avec cette ouverture d'esprit-là. Ça permet de davantage s'identifier comme au milieu du continuum, puis de l'assumer, tout simplement. Parce qu'il y a bien des personnes trans qui, en dedans d'elles, vont se sentir non-binaires, hein, puis leur entourage le sait, mais socialement, ils ont campé d'un côté ou de l'autre pour transiger d'une façon plus simple pour eux, puis ça leur va tout à fait, là. Puis il y en a d'autres pour qui, tant qu'ils ne sont pas reconnus socialement comme étant non-binaires, il y a vraiment quelque chose de dysphorique en dedans d'eux. Et il y a des modèles plus diversifiés. On n'a plus tous les mêmes modèles. Par exemple, il y a une série américaine qui a un personnage non-binaire maintenant, dont l'acteur, actrice est une personne non-binaire aussi. Et parfois, on s'oppose un petit peu aux stéréotypes de genre, et c'est quand même super comme militantisme parce que ça permet aux personnes trans, mais aussi aux personnes cisgenres, de voir un petit peu, en dehors du cadre, les réalités. Et il y a aussi beaucoup plus de fluidité au niveau des orientations amoureuses sexuelles. On le voit, la recherche le montre aussi, hein? Fait que c'est pas juste moi dans mon bureau, hein? Quand je regardais tout ça, j'étais comme, mais mon Dieu, les chiffres parlent. C'est plutôt la norme, en fait, que l'exception bisexualité, pansexualité. Donc, pansexualité, est-ce que vous me suivez? Oui? Ah, c'est fun, vous êtes chienne. Les jeunes sont au courant, là. Alors, en fait, d'être attiré, peu importe le genre, le sexe de la personne, ça inclut les personnes trans, personnes non-binaires, et plusieurs ont des partenaires amoureux, des partenaires sexuels. Hein? C'est pas, souvent, c'était l'angoisse, il y a quelques années, est-ce que ma vie va être foutue? Est-ce que je vais pouvoir avoir une vie amoureuse? Mais oui, il y a vraiment de la place pour la diversité, puis même, j'ai des personnes qui pognent beaucoup. Personnes trans qui pognent vraiment beaucoup. Il y a un aspect aussi spécial, il y a un aspect intéressant. Ça nous ouvre la porte sur une autre réalité, un autre type de corps, une autre façon de voir puis de vivre la sexualité aussi. Donc, c'est quelque chose d'assez commun, plus les personnes sont jeunes d'ailleurs. Je conclue avec quelques petits points. L'identité de genre, c'est un continuum, mais le sexe aussi. L'expression genre, l'orientation amoureuse sexuelle, en fait, c'est loin d'être deux catégories distinctes. Tout le monde se situe différemment sur cette grande ligne-là, ces grandes lignes-là. Et la dysphorie, bien évidemment, c'est très souffrant, ça amène beaucoup de problèmes de santé mentale jusqu'aux idées suicidaires. Le soutien de l'entourage est fondamental là-dedans. Et quand on fait une transition, up and down, tout le temps, sur à peu près tous les plans. Donc, les personnes trans en transition ont besoin de notre soutien, d'un fort soutien, d'une acceptation, poser des questions respectueuses, mais il faut vraiment permettre de soutenir ça. Sinon, c'est vraiment terrible, les conséquences que ça donne. Et la non-binarité, la fluidité, c'est pas mal ce qui se passe, surtout chez les personnes de 18-25. Donc voilà, ça conclut avec ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Merci. Bonjour tout le monde. Merci d'être ici aujourd'hui. On a très peu dit sur moi parce que je préfère me présenter moi-même. Transidentitaire, c'est parce qu'il faut dire quelque chose. Il faut se définir. La société en a encore besoin. Mais en réalité, je m'en fous. Je suis un être humain. Je m'aime comme je suis et je vis la vie que j'ai envie de vivre. Le nom que j'ai choisi, Anaïs. C'est un choix. Encore là, la vie est faite de choix. On a le choix de se lever le matin, on a le choix de ne pas se lever. Nos choix nous amènent dans des directions. Et une fois qu'on a pris la direction, que notre choix nous a amenés là, on continue. Parce que le choix est dans le passé. Le choix est dans ce qui est déjà disparu. Dans ce avec quoi on doit vivre aujourd'hui.
Donc, moi, j'ai fait ma transition. En réalité, j'ai fait une forme de transition par un univers social qui s'appelle Second Life, il y a environ 10 ans de ça. J'ai adopté une personnalité féminine. J'avais besoin absolument d'être qui je suis à l'intérieur, mais socialement. C'était très anonyme quand même, très sécuritaire, sans trop de danger. Et ça a répondu beaucoup à mes besoins jusqu'à il y a 2 ans où ma fille est venue me voir. Excusez, on parlait d'émotions à cause des hormones. Il y a ça, il y a un peu d'amour aussi. Elle vient me voir et elle me dit, « Tu sais, papa, je t'ai dit que j'étais peut-être lesbienne, puis tu m'avais demandé, est-ce que tu es active sexuellement? » Je t'avais dit non. Tu m'as dit, à ce moment-là, est-ce que c'est important de t'afficher comme étant lesbienne, puisque tu n'as pas l'intention d'avoir une blonde, que tu n'es pas rendu là dans ton cheminement? Elle m'a dit, ben là, je suis rendu là. Je suis lesbienne. Et, excusez, j'ai vu le courage de ma fille. J'ai vu l'acceptation de ma conjointe pour ma fille. Et j'ai vu que moi, je n'avais même pas le courage de m'accepter. Que moi, j'étais la première personne à avoir fait le choix de m'abandonner, de me cacher, de passer une vie où je me demandais tout le temps, est-ce que les gens vont déceler que je suis féminine? Est-ce que les gens vont déceler que je ne suis pas un homme? Est-ce que je suis en danger présentement si j'agis comme ça? Est-ce que je suis en train de perdre toute ma vie? Est-ce que je perds le travail? Est-ce que je perds mes amis? Est-ce que je vais perdre ma famille? Est-ce que je vais perdre mes parents? Est-ce que je vais perdre ma tante? Est-ce que je vais perdre mon oncle qui est très macho? J'ai passé une vie à me demander comment agir avant d'agir. Et il y a 2 ans, j'ai pris la décision de tout simplement vivre. Tout simplement être moi-même. Je ne vis pas réellement de dysphorie. Ce n'est pas un truc qui est en moi. Ce que je vis depuis ce moment-là, depuis le moment où j'ai décidé de me prendre en main, c'est que je vis une vie pleine. Comme je disais dernièrement à quelqu'un qui me posait des questions, parce qu'on m'en pose régulièrement. La différence, c'est que maintenant, vous avez une personne complète qui ne pense qu'à ce qu'elle fait présentement et non pas à comment elle devrait le faire parce qu'il faut qu'elle le fasse de telle façon pour présenter telle identité. Est-ce que je suis la plus belle femme au monde? Je n'étais pas le plus bel homme au monde. Puis, quand je voulais me faire plaisir, j'allais sur Google et je tapais « woman ». Et je regardais tous ces visages-là, plein de beaux visages. Je voyais dans ce que moi, je voyais dans mon miroir. Je voyais des personnes à qui j'aurais aimé ressembler. Je voyais aussi des personnes à qui j'aurais aimé ne pas ressembler. Et en bout de ligne, je me suis forgé un courage de sortir publiquement et de commencer une vie publique en présentant une image plus féminine. Ça a été, au début, assez difficile. Mais d'un autre côté, j'avais tellement décidé de le faire que j'ai embarqué, tout simplement. Pour vous faire un petit résumé rapide, j'ai 3 frères. Un qui l'accepte tellement bien, qui m'a écrit sur un mot sur Facebook où il me disait « J'ai toujours adoré qu'on puisse parler. Je suis content que tu n'aies pas perdu ta voix parce qu'on va pouvoir continuer nos discussions. Je t'aime, ma petite sœur. » J'ai perdu les 2 autres. C'était déjà un petit peu boiteux de toute façon. Et ça m'amène à un point. Mon amie Marie-Marcelle Godbout, qui a fondé l'ATQ, l'Aide aux trans du Québec, elle avait l'habitude de dire que si tu as mal aux dents avant ta transition, tu vas encore avoir mal aux dents pendant et après ta transition. Il faut que tu règles ce que tu as à régler. Et une des choses que j'ai réalisées dans ma transition, c'est que pendant ma vie, j'ai été dans des situations où je me sentais mal. J'ai été dans des situations où les gens me regardaient comme ça. Et j'avais l'impression qu'ils se demandaient, mais bon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'étais un homme à ce moment-là. Je me présentais en homme.
Je fais une transition, la même chose continue. So what? En bout de ligne, ce que j'ai réalisé, c'est qu'on peut toujours être jugé par les autres. L'important, c'est comment nous, on se juge en dedans. Et en se jugeant à l'intérieur, moi, ce que j'ai découvert en m'acceptant, c'est qu'on fait toujours des choix. Je reviens au choix. Il y a des gens qui sont faits pour être dans notre vie. Il y a des gens qui ne sont probablement pas faits pour y être non plus. Quand j'ai annoncé ma transition, bien que plusieurs personnes le savaient, dont ma conjointe, je lui avais dit en commençant notre relation que j'étais trans et qu'éventuellement, j'aimerais bien pouvoir vivre en femme. Comme plusieurs, elle a pensé m'avoir guéri. Donc, tout a fini par tomber. Parce qu'il faut dire qu'avant de la rencontrer, j'avais fait une transition en 1989. J'ai fait une transition, j'étais à Québec, vient de Rivière-du-Loup, 13 000 de population. On arrive à Québec, wow, c'est la grande ville, on peut tout faire. Malheureusement, en 1989, on n'avait pas l'Internet, on n'avait pas beaucoup de choses pour s'informer. Et je me suis ramassé où je pensais aller avec la communauté LGBT, qui était LGBT à ce moment-là. Je n'étais pas homosexuel, je n'étais pas bisexuel, je n'étais pas non plus travesti. Donc, je n'ai pas réussi à m'identifier à personne. Je me suis ramassé donc très seul. Sur quoi j'ai parlé à mon père? Mon père qui était un travesti. Travesti pas social, c'était dans les parties, je l'avais vu souvent s'habiller en femme et tout ça. Fait que j'ai décidé, j'ai pris le courage de lui parler puis de lui dire, écoute, j'aimerais ça être une femme. La conversation a bien tourné, mais ça a fini un peu... Je la résumerai en disant qu'il m'a dit « Vis une vie d'homme, ça va être plus simple ». Donc, j'ai embarqué dans une vie d'homme. J'ai vécu une vie d'homme jusqu'à ce que ma fille m'arrive en 2015 pour me faire son coming out à elle, où là, j'ai décidé de vivre et d'être moi-même. À travers la transition, c'est une chose... C'est un moment très libérateur, pour moi. Tout ce que je vous dis me concerne moi. On est combien? À peu près 500 ou 600 personnes. Il peut y avoir, peut-être moins, hein? J'ai peut-être l'œil un peu... mais bon, vous avez chacun votre façon de voir une photo d'un petit minou cute. Bien, les trans, on a chacun notre façon de voir la vie aussi. On a chacun la façon de voir notre transition. On a chacun les problèmes qu'on vit à travers ça. Donc, pour moi, la transition a été assez facile de dire, bon, OK, je deviens une femme, ah ouais, let's go, on roule, puis bon, comme je vous dis tout à l'heure, au niveau de l'image, j'ai fait quelques erreurs. Je vous dirais, présentement, je suis à peu près dans l'adolescence de mon identité. Je me cherche encore au niveau vestimentaire, au niveau look, au niveau de plein de choses, mais je m'accepte bien. Les choses, on parlait tout à l'heure de chirurgie. Probablement la chose la plus difficile que je vis dernièrement, c'est l'électrolyse de la barbe. Je pensais que j'étais tough. À chaque fois, et c'est un peu ce que je dis maintenant quand on me dit « Oh, mais c'est facile le choix que tu as fait. Il n'y a rien là. » Bien, à chaque fois que je passe mon heure d'électrolyse, une centaine de piqûres, comme si j'allais me faire une prise de sang, il n'y a rien qui arrive à me geler, donc je les sens toutes. J'ai à chaque fois au moins 2 ou 3 larmes qui coulent, parce que ça finit par faire assez sérieusement mal. Je vous dirais une chose par rapport à tout ça, que c'est rien comparé au mal intérieur. Comparé aux douleurs que j'ai eues à perdre, parce que quand j'ai fait ma transition, j'ai perdu tous mes amis, j'ai perdu tout le monde que j'avais autour de moi. Je vous dis que c'est libérateur. J'étais la personne qui se battait tout le temps pour défendre les autres. Ah, tu as un problème, viens me parler, on va t'aider, on va tout faire. J'étais la personne qui prêtait tout, qui était généreux avec tout le monde, qui a été la confidente de tout le monde. Et tout d'un coup, tous ces gens-là, dont je connais la vie presque par cœur, ont décidé non, c'est pas pour moi. Heureusement, il y en a qui reviennent. Il y en a qui décident de revenir, de me recontacter. Mais ce choc-là a été le pire. Mais je vous dirais qu'aujourd'hui,
j'ai plus de gens autour de moi que j'en avais avant. Mais ce sont des gens qui me connaissent, moi, sans aucun secret. Je me suis libéré de mes secrets et ça, c'est un truc qui est super génial dans la transition. L'autre chose, devant vous, avant ma transition, je n'aurais jamais fait ça. Jamais de la vie. J'ai parlé une fois en public, la première fois, puis c'était un rôle. C'était encore un de ces foutus rôles que j'ai joué dans ma vie. En 1996, le Soleil de Québec a lancé son premier site Internet. On était le premier site Internet d'information francophone de la planète, donc de l'univers probablement. Et à ce moment-là, pour vous donner une idée, les autres sites d'information qu'il y avait MSN et Yahoo qui existaient. Donc, c'était une grosse affaire. Le New York Times, pour ceux qui le connaissent, ont acheté notre technologie quelques années plus tard. Je suis quelqu'un qui a toujours été capable de foncer, d'avancer, de trouver des solutions à des problèmes. On ne savait pas que c'était impossible, fait qu'on l'a fait, désolé. C'était un peu ce que je disais à plein de monde à ce moment-là. Mais à travers tout ça, j'avais constamment petites images dans la tête. Hey, j'ai hâte d'avoir fini de travailler, je vais aller mettre une robe. J'avais hâte d'être moi-même. Imaginez-vous une vie, souvent à des personnes, imaginez-vous une vie où vous êtes dans le sexe opposé. Et il faut que vous viviez votre vie avec la peur de mourir si jamais on découvre que vous n'êtes pas dans le bon groupe sexuel. C'est la vie que j'ai menée pendant 47 ans. C'est une montagne russe, on le disait tantôt, à différentes intensités. Je pourrais vous raconter mille et une choses. Je vais vous raconter ma dernière expérience. Depuis 2012 que j'ai été en montagne russe, de la difficulté à conserver un travail. Je suis chargé de projet en communication et j'étais incapable de communiquer. J'étais là au début de Facebook, encore pour le Journal Le Soleil à Québec. Ce qui a été Cyberpresse, qui est devenu lapresse.ca, c'est moi qui ai commencé ce projet-là. Et je n'étais plus capable de communiquer. Je me suis ramassé dans 1001 jobs. Je n'étais plus capable de conserver un emploi non plus. Je me tannais et je partais. Bien, aujourd'hui, la personne que vous avez devant vous, je suis contremaître en démolition. Je travaille avec 23 gars qui sont des hommes, mais des hommes solides, qui, eux autres, ils se coupent un doigt, c'est pas grave. Ils mettent du tape et ils continuent. Et ça fait 5 mois que je suis avec eux autres. Et encore l'émotion monte. Ces gars-là me montrent un respect puis un amour que j'aurais jamais pensé avoir d'un groupe de construction. Quand on m'a offert cette job-là, c'est le salaire qui m'a amené. Point. Point. Je me suis dit, si je t'offre un mois, je vais avoir gagné 6 000 $. Yes! Et ça fait 5 mois que ça continue. J'ai eu toutes sortes de remarques. J'ai eu toutes sortes de choses, mais jamais une agressive. J'en ai un, à un moment donné, on est suspendu dans les airs parce qu'il fallait aller faire une inspection. Et je lui dis, écoute, moi, Yannick, là, j'ai peur des hauteurs. Tu n'as pas idée comment j'ai peur des hauteurs. Et là, il y a son boss, que ça fait 2 semaines qu'il connaît, qui a du vernis rouge chez les doigts, puis qui s'appelle Anaïs. Et là, il me dit, sais-tu quoi, moi aussi, j'ai peur des hauteurs. Ah ouais, mais pourquoi tu travailles en hauteur, tu as peur des hauteurs? Il dit, parce que j'ai peur des hauteurs, je me protège. Fait que viens avec moi, tu vas voir, tu vas être en sécurité. Tu n'auras pas de problème. Quand il a fallu que je me laisse aller pour descendre un peu, je ne vous mens pas, mon pied était appuyé, le dernier pied était appuyé. Et ça a glissé, ça a dû me prendre 5 minutes à décrocher ce pied-là de là, en le faisant glisser parce que j'étais incapable de le lever. Mais pendant qu'on était accrochés dans les airs, Yannick m'a dit un truc. Il m'a dit, tu sais, Anaïs, je ne peux pas te dire que je comprends ce que tu vis, là, mais je te trouve pas mal cool. J'ai adoré ça. Ça a été le début. Yannick, maintenant, il m'appelle sa chum de fille. Fait que j'ai vécu d'autres affaires. Un gars qui cherche quelque chose à un moment donné,
Puis je disais, ah tiens, c'est juste là. Il me disait, ah, je regardais avec mes yeux de gars. Une chance que j'avais une femme pour m'aider. Je découvre un milieu, je découvre des gens qui m'effrayaient. J'ai voulu, ça m'a toujours intéressé le domaine de la construction, j'aurais aimé ça, être ingénieur, j'aurais aimé ce genre de choses-là, mais ce domaine-là m'a toujours effrayé. Et aujourd'hui, par la force des choses, je me retrouve en tant que femme trans dans un milieu de construction. Et je suis super accepté. Tout ça pour dire, moi, en conclusion, que la meilleure chose que vous pouvez faire pour n'importe quel être humain que vous avez autour de vous, peu importe sa couleur de cheveux, peu importe sa grosseur, sa maigreur, on ne sait pas. Inventez ce qui peut vous repousser le plus. Donnez de l'amour, de la compassion, puis du respect à un être humain. C'est tout ce qui compte en bout de ligne. Merci. Merci beaucoup, Anaïs, pour ce beau témoignage. On aurait le temps peut-être pour une ou deux questions. Est-ce qu'il y a des personnes qui auraient des questions? Si jamais c'est le cas, je sais qu'il est midi et qu'il y en a qui doivent quitter. Vous pouvez aller au micro en arrière et on va prendre des questions. Tout était clair. Bien, écoutez, merci beaucoup, Camille. Merci beaucoup, Anaïs. Oui.